Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daphne. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? En Asie, où on va faire le point en fait sur la première visite du président américain Joe Biden dans cette région. C'est intéressant pour une double raison. La première raison, c'est que cette tournée se passe alors qu'il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur des alliés importants des États-Unis dans la région, en l'occurrence le Japon et la Corée du Sud. Et d'un autre côté, il y a aussi la deuxième raison, c'est tout ça se passe dans un contexte également de pression sur la région du Pacifique Sud et sur la région de l'Indo-Pacifique. Alors, dans cette région, évidemment, la Chine n'a jamais caché des velléités de conquête et d'expansion, parce que c'est une région, il faut aussi le dire, où les Américains sont très présents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la Chine entend rééquilibrer les choses parce que c'est une zone stratégique pour elle. Et elle entend bien y installer, si tu veux, ces nouvelles routes de la soie. Et pour cela, il faut qu'elle grignote un certain nombre d'influences auprès de certains pays, notamment de petits pays, de petits États dans l'Indo-Pacifique, tels que la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, et donc des îles comme la Micronésie, les îles Cook, les îles Salomon, etc. Et pour ce qui concerne Et donc ça menace évidemment les alliés historiques des Américains que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et dans la région du Pacifique Sud, on a la Corée du Sud qui se dit encore une fois de plus menacée par la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord, selon les renseignements sud-coréens, préparait soit un tir de missile balistique, soit un essai nucléaire. Et puis il y a le Japon qui se sent aussi menacé par la Chine, notamment dans si tu veux, l'influence de certaines zones, de certaines îles que les deux pays se disputent. Et donc, il faut aussi ne pas oublier que la semaine dernière, il y a eu le survol de l'île d'Hokkaido, c'est une île japonaise, d'avions russes et chinois. Donc, les Japonais ont considéré cette incursion dans l'espace aérien japonais de la part des Russes et des Chinois comme étant une forme de provocation. Mais la Chine a répondu que ce vol participait à des exercices militaires conjoints entre la Chine et la Russie. Donc, c'est pour te dire que il n'y a pas que des tensions en Europe qui concernent les alliés américains, mais il y a aussi des tensions en Asie. Et donc, Joe Biden, après s'être pendant des mois penché sur la crise ukrainienne, et il continue d'y travailler, il fallait aussi rassurer ses alliés asiatiques qui, eux aussi, pouvaient espérer ou pouvaient estimer être un peu, entre guillemets, abandonnés par les alliés américains, par leurs alliés américains. Donc, et le président Joe Biden a profité de sa présence en Asie pour participer à un sommet informel qu'on appelle le Quad. C'est un sommet qui réunit l'Australie, le Japon et l'Inde. Ce sommet-là, en fait, le Quad est une organisation qui vise à contrebalancer, si tu veux, l'influence chinoise dans le Pacifique Sud et dans la zone Indo-Pacifique. Donc, voici grosso modo planté les raisons de la présence de Joe Biden. Mais avant d'arriver à ce sommet, il a commencé donc sa première visite en Corée du Sud pour rassurer évidemment les autorités sud-coréennes. Il a profité aussi de l'occasion pour rencontrer le patron de Hyundai qui avait annoncé le financement, qui avait annoncé le projet de construction d'une usine de montage de Hyundai dans l'État de Géorgie d'un montant de 5,5 milliards de dollars. Et il en a aussi profité pour affirmer sa volonté, de réaffirmer le fait que les États-Unis se tiendraient aux côtés de la Corée du Sud en cas de menace militaire, y compris même, voire stratégique de la part de la Corée du Nord. Et donc ça visait vraiment à rassurer les autorités sud-coréennes qui étaient un peu inquiètes des agissements de Kim Jong-un, parce que le renseignement sud-coréen voyait des préparatifs du côté de la Corée du Nord, et on se disait c'est soit un essai nucléaire, soit des tirs balistiques. Et ils ont eu totalement raison, puisque dès que Joe Biden a quitté l'Asie, la Corée du Nord a procédé à 3 tirs de missiles balistiques.
Et puis, après la Corée du Sud, le Joe Biden s'est rendu... La Corée du Nord. Oui, 3 tirs balistiques de la Corée du Nord, merci. Ils ont fait 3 tirs balistiques. Oui, 3 tirs de missiles, voilà, qui sont tombés dans l'océan, non loin de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, histoire de bien expliquer qui sont là, quoi. Parce que aussi la Corée du Nord, faut pas l'oublier, considère les États-Unis comme une menace à sa sécurité et à sa souveraineté. Donc ça, c'est en quelque sorte quelque chose de normal. Et Joe Biden, lors de la conférence de presse qu'il avait donnée conjointement avec son homologue sud-coréen, avait fait savoir que les États-Unis étaient préparés à une éventualité d'un essai soit balistique, soit nucléaire. Donc, il n'y a rien eu de nouveau à ce niveau-là. Pardon. Ensuite, Kim Jong-un n'est pas tranquille dans sa tête. Non, il montre que évidemment il reste droit dans sa stratégie. Hein. La stratégie est simple, c'est la stratégie de la dissuasion nucléaire. Comme je l'ai dit, il considère les États-Unis comme une menace à la souveraineté de la Corée du Sud, parce qu'idéologiquement, c'est 2 pays qui ne s'entendent pas. Et puis, parfois, la Corée du Nord n'avait pas caché son envie de conquérir le Sud. Il ne faut pas oublier que c'était la raison de la guerre de Corée. Et le fait qu'on avait repoussé les troupes nord-coréennes au-delà de la 38e parallèle, qui constitue, si tu veux, la frontière maintenant entre les 2 Corées. Donc, après avoir quitté Séoul, il est donc arrivé à Tokyo. Et à Tokyo, il a rencontré le Premier ministre japonais. Ce dernier, Kimiro Kishida, ce dernier, évidemment aussi est inquiet parce que la Chine continue à afficher sa volonté de conquérir un certain nombre de territoires dans la zone du Pacifique Sud, notamment des îles dont le Japon se réclame également la souveraineté, donc la propriété. Et donc tout ça, puisque le Japon n'est pas militairement en capacité de pouvoir lutter contre la Chine, le Japon donc compte sur le soutien de son allié américain pour lui garantir, si tu veux, une certaine protection, une certaine défense de son territoire. Et donc, Joe Biden est venu réaffirmer cette alliance américano-japonaise et expliquer qu'en cas de tentative militaire d'invasion d'une île japonaise, eh ben, évidemment, les États-Unis se tiendraient à leur côté. Et évidemment, ils ont réaffirmé que les États-Unis ont réaffirmé aux côtés du Japon leur volonté de tout mettre en œuvre pour limiter également, si tu veux, l'influence de la Chine dans la zone du Pacifique Sud. Parce que ce qui est clair, c'est que la Chine, dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles routes de la soie, entend faire de cette zone-là une zone prépondérante pour son économie mondiale. Et ça, évidemment, c'est très très mal vu par le Japon parce que il faut bien comprendre que le fait que l'on ait le contrôle qu'on ait le contrôle de certaines îles, ça veut donc dire que stratégiquement, on contrôle certaines voies maritimes. Or, on sait que le commerce mondial se fait à 90% par les voies maritimes. Et donc, le contrôle des voies maritimes, c'est quelque chose de stratégique dans l'élaboration de politiques commerciales et donc d'expansion économique. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose dont les Japonais craignent l'action de la Chine et ils entendaient réaffirmer le soutien, ils entendaient attendre des États-Unis plutôt qu'ils réaffirment leur soutien à leur côté pour lutter contre cette expansion de la Chine dans la région. Et ensuite, il fallait aussi assister, après le Japon, il est allé assister, il est resté au Japon en marge de cette rencontre avec le Premier ministre pour rencontrer évidemment le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese et le Premier ministre indien Narendra Modi dans le cadre de la réunion du Quad. Donc, je l'ai dit, ce groupe informel qui réunit l'Inde, l'Australie et le Japon. Et cette réunion aussi était extrêmement importante puisque depuis un certain nombre d'années, la Chine a commencé à signer des accords de défense avec un certain nombre de petits États qu'il y a dans l'Indo-Pacifique. Il faut savoir que l'Indo-Pacifique, comme je l'ai dit, c'est la zone du Pacifique autour de l'Australie.
D'accord ? Donc, vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez les îles Vierges, vous avez les îles Cook, les îles Salomon, les Micronésies et tout ça là. Et donc, c'est une zone stratégique, parce que c'est une zone stratégique par laquelle circulent énormément de navires. Et la Chine a décidé donc de signer un certain nombre d'accords avec ces petites îles-là, notamment les îles Salomon. Maintenant, elle est en discussion avec les îles Cook et les îles Vierges et la Micronésie pour y installer donc des accords économiques, pour y investir en infrastructures, des accords militaires, pour y installer des bases militaires et avoir des accords de défense avec ces petits États-là, exactement comme le font les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont des accords de défense dans lesquels ils installent des bases militaires et ils garantissent, si tu veux, la défense de l'intégrité territoriale de ces petits États-là. Et donc, c'est exactement ce que la Chine fait. Et donc, ça fait énormément peur à l'Australie parce que, historiquement, c'est l'Australie qui est un peu le patron dans la zone, qui dominait un peu toutes ces petites îles-là. Et donc, l'arrivée de la Chine redéfinit les cartes, rechange la donne, parce qu'il y a un pays plus puissant, en l'occurrence que l'Australie, qui a aussi des intentions de s'installer dans la zone, en quelque sorte. L'Australie, dans un premier temps, il ne faut pas l'oublier, a également signé un accord de défense ou un accord militaire, disons plutôt, un accord militaire entre le Royaume-Uni, avec le Royaume-Uni et les États-Unis, mais cet accord militaire visait beaucoup plus en acquisition d'équipements, en acquisition de formation, de renseignements et autres, parce qu'évidemment, l'Australie essaie de lutter contre l'arrivée de la Chine qui vient avec toute son armada. Et par rapport à cela, il faut savoir que et malheureusement, cet accord-là militaire entre l'Australie et les États-Unis, le Royaume-Uni et les États-Unis, s'est fait au détriment de la France. On se rappelle du contrat des 60 sous-marins. Voilà, qui avait été, dans le cadre de ce nouvel accord militaire signé par l'Australie avec les États-Unis et le Royaume-Uni, les 60 sous-marins qu'ils avaient commandé à la France, le contrat est allé aux États-Unis. Les Américains ont détourné le contrat. Voilà, ils ont détourné le contrat. La France avait pesté, mais malheureusement, les choses sont comme ça, ce sont les États-Unis, et ils n'avaient rien pu faire. Et puis, enfin, lors de ce sommet informel, les États-Unis ont également profité de l'occasion pour raffirmer évidemment qu'en cas d'invasion de Taïwan, elle agirait militairement pour défendre cette île. Et donc, elle entendait par là maintenir son idéologie qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est l'idéologie selon laquelle les États-Unis reconnaissent certes la Chine continentale, mais en même temps, ils continuent d'armer et de protéger militairement Taïwan. Et donc, il ne faut pas aussi oublier que depuis ces dernières semaines, il y a eu des incursions régulières de l'espace aérien de Taïwan. On sait que régulièrement des avions militaires, que ce soit des avions de renseignement, que ce soit des avions de chasse militaire, traversent allègrement l'espace aérien taïwanais, ce qui est vu par les autorités locales comme une forme de provocation de la part de Pékin. Mais Pékin reste droit dans ses bottes. Elle ne cache pas son ambition de voir réunir de nouveau ou de voir passer sous son giron l'île de Taïwan. Il ne faut pas oublier que Taïwan est sorti de la Chine en 1949 avec l'arrivée des communistes au pouvoir de Mao Tse-tung. Et donc depuis là, même si pendant de nombreuses années, ils avaient un peu mis ça en veilleuse, mais depuis à peu près une vingtaine d'années, depuis que la Chine est redevenue une véritable puissance qui occupe l'un des premiers plans au monde, ils ont la volonté de récupérer un ensemble de territoires qu'ils avaient un peu laissé à d'autres puissances. On se rappelle donc de Hong Kong qui était revenu dans le giron de la Chine en 1997, l'île de Macao qui était revenue dans le giron de la Chine en 2004. Et donc, il manque l'île de Taïwan qui est évidemment le morceau le plus important, puisque sur cette île vivent 23 millions de personnes, de Chinois en réalité. Et donc ça, la Chine veut récupérer absolument Taïwan. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la Chine, bien entendu, regarde un peu ce qui se passe en Ukraine et elle voit que la Russie, jusqu'à présent, après 3 mois de sanctions, parvient à résister justement
aux sanctions occidentales. Et donc, la Chine étudie de très près un peu la stratégie russe, et c'est ce qui explique que depuis un moment, la Chine est en train soit de revoir sa stratégie économique en essayant, et c'est la raison pour laquelle elle va multiplier les investissements et les accords avec des pays qui ne sont pas des pays occidentaux, et puis elle va, dans le cadre d'une alliance avec la Russie, essayer de remodeler un nouvel ordre économique mondial, et donc ça se fait un peu en sourdine. Mais les Occidentaux ne sont pas dupes, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis en tête, ils tentent déjà d'essayer d'empêcher un début de quoi que ce soit de la part de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Parce que les Chinois sont conscients que s'il y a un déclenchement de la guerre, prenons un exemple qui est un incident, qu'un pays membre de l'OTAN soit touché, le principal pays qui devrait intervenir, c'est les États-Unis. Et si les États-Unis interviennent face à la Russie en Ukraine, est-ce que ça ne va pas laisser le champ libre à la Chine pour pouvoir, elle aussi, lancer son offensive sur nos conquêtes, y compris par la force? Parce que ça, évidemment, cette option, la Chine l'a déjà très clairement fait savoir, et on sait qu'il y a même eu déjà des manœuvres militaires organisées par l'armée chinoise pour se préparer à un tel scénario. Donc, voici un peu dessiné dans quel contexte cette première visite en Asie s'est faite. C'est une visite qui se fait dans un contexte difficile, et il est clair que la tension il est clair qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il est fort probable que, si tu veux, ce battement des ailes qui commence en Europe de l'Est puisse se transformer en véritable tsunami militaire du côté de l'Indo-Pacifique et du Pacifique Sud. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.